Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Qu'est-ce qui fait courir Tebboune? C'est la question que se posent les Algériens, et pour cause, puisque ce très étrange président, qui n'a décidément aucune assise réelle dans son propre pays, ni une quelconque popularité, et qui a dépassé la moitié de son mandat, n'a entrepris quasiment aucune vraie visite en Algérie, hormis le ministère de la Défense nationale et quelques déplacements éclairs dans des académies militaires et autres palais des nations, avec force, tapis rouge bien sûr, et autres flonflons. Sinon, à part ces visites toutes protocolaires, M. Tebboune n'a quasiment pas mis les pieds en Algérie. Encore un peu et il lui faudrait y ouvrir des ambassades pour s'y faire représenter, ce président imposé aux Algériens par des généraux et qui ne sait pas encore ce que c'est que de se rendre dans une ville algérienne, de s'y prêter à un bain de foule, ni encore moins d'y rencontrer des citoyens. Par contre, et un peu comme s'il cherchait à sortir de ce véritable isolement où il a été réduit dans son propre pays, M. Tebboune se défoule à l'étranger, quand il peut, bien sûr. D'abord pour des soins intensifs en Allemagne, à 2 reprises, puis toujours en Allemagne pour assister à la conférence de Berlin sur la question libyenne, une présence remarquée pour sa fadeur, pour son effacement, qui n'a en rien assuré le véritable poids de l'Algérie dans sa propre sphère géostratégique. Cette Algérie captive que Tebboune et Chenguereha, le chef d'état-major, ne cessent de nous marteler qu'elle est une puissance régionale et une force de frappe. Sa première visite d'État a été pour l'Arabie Saoudite en février 2020. Une visite tout aussi fade, tout aussi stérile, qui n'eut d'autres effets que le déploiement des tapis rouges et autres simagrées protocolaires. Idem pour la visite d'État effectuée en Tunisie en décembre 2021 et dont les véritables motivations étaient de faire du charme aux voisins de l'Est contre celui de l'Ouest. L'actuelle visite en Égypte, qui a lieu en ce moment, qualifiée de visite de travail et de fraternité, poncif, sempiternel, évoqué pour ce genre de rencontre, semble avoir une toute autre motivation, celle de convaincre le président égyptien d'apporter son aide pour la tenue à Alger du 31e sommet arabe qui devrait se tenir à Alger le 22 mars prochain et qui semble très compromis. Pour le régime algérien, c'est une question de prestige, puisque plusieurs pays arabes ou dits arabes ne voient pas d'un très bon œil la tenue d'un tel sommet dans la capitale algérienne. Et rappelons d'abord que ce sommet ne s'est pas tenu depuis 3 ans, pour cause de pandémie. Ce sommet, qui devait donc se tenir à Alger en mars 2022, a récemment connu quelques petits développements puisque le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Houssam Zaki, qui s'est déplacé en Algérie pour inspecter l'état d'avancement des préparatifs, a annoncé que le sommet ne se tiendrait pas à cette date, ni dans cette capitale. Côté algérien, et selon le ministre algérien des Affaires étrangères, lors de sa rencontre samedi 22 janvier 2022 avec des ambassadeurs arabes accrédités en Algérie, les informations qui circulent sur le report du sommet seraient des contre-vérités distillées par des partis hostiles à l'Algérie, nous dit-il. Le ministre a soigneusement évité de citer le secrétaire général de la Ligue arabe qui avait lui-même et de façon directe affirmé que le sommet arabe ne se tiendra pas à Alger. Voici donc ce qui semble avoir motivé la visite de M. Tebboune en Égypte. En fait, et sous des dehors protocolaires,
où l'on n'évoque que la fraternité, le bon voisinage, la cause palestinienne et autres habituels mots stériles du genre, c'est à une véritable guerre de tranchées que nous assistons entre les uns et les autres. Le régime algérien cherchant furieusement à maintenir la tenue de ce sommet à Alger et d'autres régimes qui sont en guerre contre lui font tout pour lui tirer le tapis dessous les pieds. C'est cela, la fraternité dans le monde arabe, dans le monde musulman et dans le Maghreb. Un monde où les peuples sont également opprimés, où la démocratie est juste un mot, où toutes les libertés sont foulées aux pieds, où les prisons regorgent de prisonniers politiques, où la presse est étouffée, où des populations entières croupissent dans la misère et le dénuement, où la corruption est une constante nationale et où tout le monde se tire dans les pattes, en n'oubliant jamais de se donner du akhi, du ikhwani et autres poignards courbes sous la djellaba.
de notre émission d'aujourd'hui. Et comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Aux téléspectateurs. Je n'entends pas Brahim Younsi. À mes deux amis que je vois là à l'écran, Idir et Karim. Merci. Idir Ounourn, analyste politique, merci d'être avec nous. Idir. Bonsoir Monsieur Benchnouf, merci de m'inviter et mes salutations à Brahim et à Karim, que je vois en pleine forme. Alors. Merci. Karim Naïtou Slimane, militant politique, hirakiste. Merci d'être avec nous, Karim Naïtou Slimane. Bonsoir Jamaldine, merci de l'invitation encore une fois. Bonsoir à Daïdir et à Dabrahim et à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, donc voilà, M. Tebboune s'est envolé vers le Caire, en Égypte. C'est une visite, mais nous dit-on, qui n'est pas une visite d'État, c'est une visite d'amitié et une visite fraternelle. Hein. Ils adorent ce genre de formule. Nous allons en parler, mais avant, je rappelle que le sommet arabe qui devait se tenir à Alger au mois de mars semble compromis selon M. Zeki Houssam, le secrétaire général de la Ligue arabe, qui dit non, il ne se tiendra pas à Alger. Non. Et je rappelle que le sommet arabe ne se tient pas depuis 3 ans pour cause de Covid, mais que là, on nous avait donné l'assurance, surtout les autorités algériennes, sauf qu'il semble qu'il se passe des choses en dessous, et ce qui aurait peut-être motivé cette visite de M. Tebboune, nous allons en parler. Brahim Younsi, à votre avis, qu'est-ce qui fait courir Tebboune? Pourquoi est-il en Égypte? Vous l'avez introduit, vous l'avez dit. L'Algérie, le régime illégitime algérien, veut sortir de l'isolement dans lequel il est enfermé, parce qu'il est internationalement isolé, et singulièrement dans le monde arabe et l'Afrique. C'est clair. Et puis, aussi bien en Afrique que dans l'espace arabe, il y a une nouvelle géopolitique qui se dessine. Et puis, la Ligue arabe, si l'Égypte tenait cette Ligue il y a des années, depuis 1977-78, c'est-à-dire le voyage d'Anwar Sadat en Israël, l'Égypte a perdu, jusqu'à aujourd'hui encore, son influence dans le monde arabe. L'Arabie saoudite et singulièrement les pays du Conseil de coopération du Golfe a pris les choses en main, et c'est le Conseil de coopération du Golfe continue à faire sa loi dans la Ligue arabe. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que l'Arabie saoudite qui est membre fondateur de la Ligue arabe en 1945, le 22 mars 1945. Les autres pays, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc., n'y étaient pas. Alors que le Yémen, qui aujourd'hui est écrasé sous les bombes de l'Arabie saoudite, était membre fondateur de la Ligue arabe. L'Algérie arrive en 1962, elle intègre la Ligue arabe, et chacun connaît les liens étroits qu'il y avait entre l'Égypte et le FLN, et puis l'Égypte et le gouvernement algérien après l'indépendance, et puis les liens très étroits qu'il y avait entre le premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella, et le président de la République tunisienne, égyptienne, Jamal Abdel Nasser. C'est dire que l'Algérie, à ce moment-là, était auréolée par sa guerre contre le colonialisme français. Et puis la question algérienne était très mêlée, il faut le dire, à l'Égypte. Souvenez-vous de l'agression tripartite le 29 octobre 1956.
quelques jours avant, c'était l'arrestation, l'arraisonnement de l'avion des chefs du FLN qui se rendaient à Tunis, alors qu'il y avait des discussions avec le gouvernement français. C'est dire que l'Algérie a joué un rôle, quand elle est arrivée dans la Ligue arabe, elle a joué un rôle, et un rôle majeur, notamment sur la question palestinienne, il faut le dire, que ce soit avant le coup d'État de 65 ou après le coup d'État de 65. Aujourd'hui, et singulièrement depuis une dizaine d'années, l'Algérie est totalement absente, non seulement des enjeux diplomatiques et géopolitiques en Afrique, mais aussi et surtout des enjeux diplomatiques et géopolitiques dans le monde arabe. Alors, Idir Ounourn, sur cette question, avant que nous n'allions plus loin, sur les véritables motivations de cette visite fraternelle et d'amitié, nous dit-on, en Égypte, qu'est-ce qui la motiverait J'ai juste une petite remarque à Brahim. Je pense que c'est pour aller vite. C'est que la guerre à huis clos qui se déroule au Yémen n'est pas simplement l'œuvre de l'Arabie saoudite. C'est toute la coalition d'une partie du monde arabe. Il y a même un pays africain qui est le Sénégal. Il y a le Soudan, il y a les Émirats, il y a le Qatar, il y a Bahreïn, etc. Et l'Algérie tout entière voudra avancer sur tous les dossiers qui nous fixent un agenda. Et à partir de ce moment-là, on verra exactement quelle est la tendance pour le prochain sommet arabe. Karim Naït Ousliman, sur cette question de la visite de Tebboune en Égypte, qu'est-ce que ça préfigure, qu'est-ce que ça annonce, qu'est-ce que ça cache? Cette visite en elle-même dit beaucoup de choses sur ce régime, mais il faut d'abord revenir au cadre général pour situer les choses. La visite s'inscrit dans une démarche, on va dire, de légitimation à l'international de ce régime, qui peine à s'imposer à l'échelle internationale, à trouver même sa place, à exister. On sait très bien que Tebboune n'a presque pas quitté l'Algérie, hormis la visite furtive en Allemagne, mais à part ça, il n'a pas pu, par exemple, se rendre à Paris, par exemple, ou même dans d'autres capitales européennes. Donc, Tebboune... Encore moins en Algérie. Encore moins en Algérie, voilà. Où il n'a quasiment fait aucune visite, à part le ministère de la Défense, l'Académie militaire de Cherchel, le Palais des Nations. Absolument. Donc c'est un président, entre parenthèses, président assigné à résidence, nationalement, mais aussi à l'international. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'était un coup du Hirak. Donc pour savoir que le Hirak est toujours là et que la puissance des coups qu'il a portés à ce régime sont encore là, hein, donc il y a encore les échos qui sont encore là, et ce régime n'a pas de légitimité à l'international. Donc ça s'inscrit dans cette démarche d'essayer de retrouver un tant soit peu de légitimité, ça c'est dans le cadre particulier de cette visite, mais dans le cadre général aussi historique, on la place comme l'a dit Daïdir et d'Abrahim aussi, dans cette énième démarche qui s'inscrit dans l'absurdité totale. Moi, personnellement, je ne vois pas déjà ce que l'Algérie fait encore dans cette Ligue arabe. Ligue arabe qui, à mon sens, était l'un des premiers mouvements, l'un des grands coups de la contre-révolution, contre la révolution des peuples, contre la révolution en particulier du peuple algérien, à l'époque déjà. Hein. Donc inscrire l'Algérie dans cette Ligue arabe n'a tout simplement pas de sens pour l'Algérie. Et c'est l'un des grands problèmes de ce régime, l'un des grands problèmes historiques, parce que ce régime est construit sur le faux. Hein, est construit sur le faux. On voit très bien sa structure. C'est un régime qui, au lendemain des indépendances, est allé chercher, on va dire, son ossature, hein, son cadre en France, hein, avec l'État centralisé, l'État jacobin, et puis son contenu idéologique en Orient, en Égypte en particulier, avec le ba'thisme, avec l'arabo-ba'thisme, dans lequel normalement l'Algérie n'a rien à faire en réalité. Donc c'est une énième démarche
qui s'inscrit dans le faux de ce régime qui est faux en réalité, qui ne représente pas l'Algérie. Et d'ailleurs, ça nous donne l'occasion peut-être de parler de ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'Algérie, qu'est-ce que c'est que l'algérianité, ce qui n'a pas été fait, n'a pas été construit au lendemain des indépendances. Nous payons jusqu'à présent le prix de ces graves erreurs, parce que pour moi, l'adhésion à la Ligue arabe est une fausse réponse pour un vrai problème qui est l'algérianité, l'Algérie. Sur quoi on doit construire l'Algérie? Donc voilà, on est toujours malheureusement dans le faux. Mais justement, Karim Naïtou Slimane et mes autres invités, Idir Brahim Younsi, on a l'impression, avec cette nouvelle tournure des choses au sein de la Ligue arabe, que des pays comme l'Algérie, mais pas seulement, tout le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye, en Afrique du Nord, mais en Orient aussi, Syrie, Irak, Jordanie, et en Afrique, dans l'Égypte, on dirait que ces pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est un peu comme s'ils disaient non, nous on reste entre nous les vrais Arabes, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite, Oman et le Qatar. Nous, on est entre nous, on est des Arabes ethniques. Quant à ceux qui s'estiment arabes, serait-ce que culturellement, ou ethniquement mélange, je veux dire, c'est comme les arabo-berbères, comme les Égyptiens qui se considèrent comme arabes, les Syriens, les Irakiens, les Jordaniens. On dirait qu'ils sont en train de les rejeter. Ils nous disent non, la Ligue arabe, c'est nous. Et c'est nous qui décidons. Vous êtes là garniture. Vous ne servez que de succès d'année. Et de l'autre côté, nous sommes aussi dans une logique dans tous ces pays que je viens de citer, où il y a une sorte d'anti-arabisme forcené. Nous, on n'est pas des Arabes, ni culturellement, ni ethniquement, ni rien d'autre. Et donc, ce Conseil de coopération du Golfe semble, plutôt que de parler seulement, d'être allé au charbon, d'avoir mis les choses sur la table et de ne laisser le choix à personne. La Ligue arabe, c'est nous, semble-t-il dire, et ça se répercute, y compris sur des événements comme le sommet qui devait se tenir à Alger, qui semble ne pas être destiné à pouvoir se réunir. Brahim Younsi, d'abord sur ce clivage de plus en plus prononcé, voire affirmé, voire revendiqué, des pays arabes de la région qui disent non, nous, la Ligue arabe, c'est nous. C'est pas vous. Vous êtes loin, vous n'avez rien à voir. Vous assistez à la limite en simple spectateur. C'est cette nouvelle géopolitique dont je parlais. Il y a une nouvelle géopolitique arabe. Cela est clair. La Ligue arabe a été fondée à l'incitation d'ailleurs, il faut le dire, à l'incitation de l'Angleterre. Anthony Eden, le secrétaire qu'avait la Ligue arabe, c'est-à-dire l'indépendance de la Palestine, ou tout au moins empêcher l'arrivée massive des Juifs en Palestine sous mandat britannique. Cela a été un échec patent. Et les Arabes ont échoué, ou la Ligue arabe a échoué dans tous les domaines que la Ligue arabe avait pris en considération. D'abord, sur la question de l'État unitaire, la Ligue arabe voulait à un moment poser la question de former entre les 7 États fondateurs un État unitaire. 6 États étaient contre, seule la Syrie était pour. Et vous avez aussi est-ce que la possibilité de faire un État fédéral. 4 États étaient pour, 3 États étaient contre. Et bon, un État confédéral. Les 7 États étaient favorables pour l'État confédéral entre eux, mais jamais cet État confédéral n'a été fait. Et nous savons que plus tard, les alliances se sont faites de façon différente. Et les rivalités qu'il y avait entre la Syrie et l'Irak
Et nous voyons revenir ces rivalités aujourd'hui. Il y a toujours des rivalités entre les Syriens et les Irakiens. Et l'alliance qui se faisait, c'était, vous avez parlé d'ethnie tout à l'heure, et ce n'est peut-être pas un problème seulement ethnique, mais les Hachimites, eux, étaient toujours favorables à la formation d'un État unitaire, mais toujours sans l'Irak. Et l'Irak voulait former un État unitaire, mais sans la Syrie. Il y avait toujours un pays arabe qui était en conflit, quelquefois en conflit ouvert, avec l'autre, son voisin. La guerre des voisins a eu lieu très souvent. D'autre part, sur les questions de la défense commune, je crois que c'est l'article 6 du protocole de la Ligue arabe. Et cet article 6, les États arabes, aucun d'entre eux ne s'était engagé à porter assistance à un État arabe agressé. C'est dire que cette Ligue arabe ne correspondait strictement à rien, ni en matière économique d'ailleurs. Malgré les protocoles économiques entre ces pays, leurs économies étaient totalement disparates et il n'y avait pas d'alliance économique d'enjeu international, y compris sur la question du pétrole, alors qu'ils détenaient, j'allais dire, l'essentiel, la majorité des exportations de pétrole. Alors même sur la question de l'énergie, ils ne se sont presque jamais entendus, sauf bien sûr quelquefois quand les intérêts des uns et des autres, les intérêts de tous étaient mis en cause. Sinon, il y avait également des divergences et chacun jouait son propre rôle sur les questions de l'énergie et bien entendu sur la question notamment palestinienne, qui nous connaissons aujourd'hui les résultats. Très bien. Donc, vraiment, à quoi sert ce machin qu'est la Ligue arabe, qui n'a jamais réglé un quelconque problème, bien au contraire, qui a toujours fait en sorte de compliquer les problèmes, de monter les uns contre les autres, de faire du chantage aux pays participants, de participer à une guerre contre le Yémen ou d'être quasiment fliqués. À quoi sert cette Ligue arabe? Ce sera le dernier tour de micro sur cette question avant d'en arriver à la visite proprement dite de Tebboune et de cette histoire de sommet à Alger. À quoi sert cette Ligue arabe qui aujourd'hui, on le voit bien, est prise en otage par les pays arabes de la région, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie saoudite, Oman et le Qatar? D'abord, je tiens à saluer votre intonation gaullienne. C'est quoi ce machin? Pour être un peu plus sérieux, je crois que Brahim a résumé tout ce qu'il fallait dire à propos de ça. Sachant que la Ligue arabe, je vais vous dire une anecdote, mais permettez que je sois discret. Le président Chadli Rahmou avait reçu un homme politique algérien, et au sorti de sa réunion, il nous avait raconté une partie de l'entretien où le président Chadli, je vous dis ça comme je l'ai reçu, et je vous le restitue, a qualifié le monde arabe d'être un fantasme. Et ça, c'est le président Chadli qui l'aurait dit, donc, à un homme politique algérien. Sorti de là, je crois que, comme je l'ai dit, Brahim a un peu tout résumé. Votre question posait le problème de, disons, l'hégémonie des pays du Golfe. Et moi, je suis enclin à penser qu'ils sont dans un réflexe. Ils faire partie du Conseil de coopération du Golfe sans être un pays du Golfe. Il faudrait changer l'appellation dans ce cas. Non, mais c'est-à-dire que je dis ce qui s'est passé factuellement. Le Maroc, on sait très bien que c'est en Afrique du Nord, mais qu'il avait sollicité son adhésion au Conseil de coopération du Golfe. Et je crois que c'était vers 2011. N'oubliez pas aussi le côté en Europe et aux États-Unis devait avoisiner 3500 milliards de dollars. Et ça, c'était 3500 milliards de dollars, c'est un chiffre qui a été évalué à l'époque. Maintenant, dans un cadre plus arabo-arabe, il se trouve que
il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Karim a évoqué un petit peu l'idée de la nation, l'idée du Maghreb. Je renvoie tout simplement en termes d'anecdote. Qaïd Essebsi, l'ancien président tunisien, avait donné une interview à M. Omar Belouchet sur le Watan, au moment de la révolution des Jasmins. Et Omar Belouchet lui pose la question suivante, il lui dit, bon, la révolution arabe des Jasmins, etc. Et M. Qaïd Essebsi lui dit non, c'est une révolution tunisienne. Il lui repose la question, c'est vérifiable sur le Watan de l'époque, et il termine par dire, de toutes les manières, cette question doit être réglée. Je reproduis l'esprit de... Il est bien évident que tout ce qui arrive en ce moment, qui est lié au monde arabe, où on a eu le choix, où ils ont eu le choix, pardon, contre des pouvoirs autoritaires ou des pouvoirs de droit divin. Et la démocratie absente. C'est pour ça que toutes les populations et les peuples arabes, même les peuples du Golfe Persique, souffrent de ce manque de liberté, souffrent de ce manque de... Moi, je pense que la démocratie, à terme, si on apprend à la gérer, à la vivre, à la coordonner, à lui tracer le véritable périmètre, peut à terme, je dis bien à terme, faire évoluer le monde en règle générale. Voilà. Sur cette question, semble-t-il, j'allais dire, d'exclusion ethnique quasiment. Nous sommes des pays arabes dans le Golfe, c'est nous les Arabes, même les Irakiens, les Syriens, les Jordaniens, les Égyptiens, les Maghrébins sont exclus, alors que beaucoup de ces peuples se considèrent en partie arabes. En Égypte, ils sont arabo-coptes. Je rappelle que le mot Égypte vient du mot copte, que ce n'est pas seulement une religion, qu'en Syrie, c'est des arabo-assyriens ou des mésopotamiens, ou en Afrique du Nord, des arabo-berbères, ou qui se considèrent tels, pour nombreux d'entre eux du moins. Mais là, c'est comme si on avait opposé une fin de non-recevoir, de nous dire non, non, restez entre vous, nous, on ne veut pas de vous, sauf comment dirais-je, Zaïd Naqs, en petit pion qu'on va placer juste pour applaudir, remplir la salle, ça s'arrête là. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi que ce machin de la Ligue arabe qui n'a jamais réglé un quelconque problème au sein des pays arabes ou dits arabes, bien au contraire, qui a toujours créé des problèmes, qui a toujours monté les frères les uns contre les autres, qui a toujours recouru au chantage pour taper sur un pays arabe ou un autre. Vous vous rappelez le Yémen, vous vous rappelez Oman, et je passe sur le reste. Karim Naïtou Slimane. Pour approfondir la question, M. Djamaldine, il y a une analyse à faire sur deux niveaux. Sur le niveau micro et sur le niveau macro. Sur le niveau micro et sur le niveau macro, et surtout aussi à l'échelle de l'histoire, sur aussi, on va dire, l'histoire à un instant T, c'est-à-dire l'histoire au présent, mais surtout aussi sur un autre niveau, l'histoire sur sa longueur, hein, donc au niveau macro sur l'histoire. Pour comprendre ce que c'est que la Ligue arabe, il faut déjà s'interroger sur ce que c'est que le néocolonialisme et comment fonctionne le néocolonialisme. Parce que beaucoup de personnes croient que le néocolonialisme vient uniquement de l'Occident. Et que pour lui faire face, il faut juste faire attention à ce qui nous vient du côté, on va dire, de l'Ouest. Alors qu'en réalité, si on regarde, si on observe bien le monde post-Seconde Guerre mondiale, on voit que la question, en réalité, qui a été posée et par laquelle il y a eu par la suite, dans le cadre de laquelle il y a eu par la suite tout le mouvement des indépendances, évidemment, c'était le nouveau partage du monde. C'est-à-dire avec le triomphe du capitalisme et la lutte entre le bloc Est et le bloc Ouest. Et que par la suite, le bloc Ouest a gagné, bien sûr. Dans ce cadre-là, le mouvement des indépendances, la colonisation n'était pas possible. Le système colonial, historiquement, n'était plus possible. Donc il fallait mettre en place un nouveau système qui est le système néocolonial. Dans ce système néocolonial, la crainte des grandes puissances, c'était l'avènement des nations dans les anciennes colonies. L'avènement des véritables nations dans les anciennes colonies. Alors, pour tout ça, pour empêcher cela,
on a créé tout un tas de choses qui rentrent dans le cadre de la colonisation intellectuelle, le néocolonialisme, parce que le néocolonialisme ne se fait plus d'une manière militaire, ça se fait par d'autres moyens. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, la Ligue arabe a été créée dans un double mouvement d'usurpation. D'abord, c'était un mouvement contre-révolutionnaire, contre les authentiques révolutionnaires, par exemple en Algérie, hein, donc dans tous les pays qui sont nouvellement indépendants. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est le deuxième mouvement d'usurpation qui se situe sur l'échelle macro, c'est-à-dire la grande échelle de l'histoire à travers les siècles, qui est l'usurpation même de l'histoire de la civilisation musulmane. Parce que c'est ça ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le ba'thisme, l'arabo-ba'thisme, a vidé historiquement l'histoire de la civilisation musulmane de son, on va dire, de son contenu idéologique véritable. Et donc, si vous voulez bien, les pays de la péninsule arabe se sont accaparés, si vous voulez, se sont accaparés toute l'histoire de la civilisation musulmane, qui est devenue une civilisation arabe et non pas une civilisation musulmane. Et c'est à partir de là aussi que cette division au sein de cette communauté qu'on pourrait appeler de la Oumma musulmane ont été introduites pour la première fois. Et on voit bien que ces mêmes divisions entre, par exemple, les Arabes et les non-Arabes sont les mêmes qui sont posées dans les pays nouvellement indépendants, comme l'Algérie. Tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'Al-Hirak a révélé, par exemple, toutes les divisions qu'essaye le régime de faire entre les Arabes, entre les Touaregs, les Mzab, les Kabyles, les Chaouis et tout ça. Donc, à l'échelle macro aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, le but de la Ligue arabe, c'est d'empêcher la véritable alliance au niveau micro dans la région, et l'alliance au niveau micro dans la région, elle se fera selon les intérêts économiques et militaires. Et l'Algérie, par exemple, a plus d'intérêt à s'allier économiquement et militairement avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, voire même le Mali ou la Mauritanie, qu'en s'alliant avec l'Arabie saoudite, par exemple, avec laquelle elle ne partage pas les mêmes intérêts économiques. Au contraire, ce sont nos adversaires économiquement. Et la même chose aussi militairement. Donc ça, c'est au niveau micro. Mais au niveau macro aussi, c'est d'empêcher la véritable alliance, et qui est une alliance de valeurs, et qui pourrait, et qui à un certain moment fonctionné dans l'histoire. C'est cette alliance qui pourrait se faire sur des valeurs, pas entre les nations qui partagent par exemple la même religion. Et c'est l'un des grands problèmes qui est soulevé actuellement en Europe. C'est pourquoi on voit c'est un long débat, mais c'est pourquoi on voit par exemple toute la diabolisation de tout ce qui est islam, de tout ce qui est islamique, et non pas de tout ce qui est islamiste. Parce que les pays islamistes, comme l'Arabie saoudite par exemple, sont soutenus par l'Europe et sont les alliés de l'Europe. Et la visite de Macron récemment en Arabie saoudite le dit clairement. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc la Ligue arabe, elle est là pour empêcher les véritables alliances au niveau, on va dire, local, régional, et au niveau aussi macro, dans un bloc qui pourrait, un de ces jours, s'opposer à l'Occident prédateur qui tend à l'hégémonie mondiale. Je vous rappelle, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, que même si les États du Conseil de coopération du Golfe ne se valent pas en termes de nuisance à l'encontre des peuples et des révolutions des peuples, comme cela fut le cas pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes, qui se sont résolument organisés, farouchement financé tous les mouvements contre-révolutionnaires de la subversion pour casser, rappelez-vous, le printemps des peuples, dans le moment où le Qatar, par exemple, était dans une dynamique opposée. Rappelez-vous le rôle qu'avait joué Al Jazeera à ce moment-là, avant qu'elle ne soit diabolisée et avant que une certaine subversion et une certaine contre-révolution réussissent à la faire passer pour l'ennemi des peuples et l'hiver et la boue des peuples. Alors, sinon, donc, pour en arriver au sujet central,
qui nous concerne. Monsieur Tebboune Brahim Younsi est en Égypte, vraisemblablement pour essayer de sauver cette perspective du sommet arabe à Alger en mars, au moment où d'autres pays qui sont très fortement opposés à cette initiative, probablement le Maroc, qui font tout pour saboter, saquer cette initiative, et très certainement aussi des pays du Golfe, comme les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite, qui seraient opposés eux aussi à ce sommet à Alger. Et M. Tebboune qui va voir comment il s'appelle, Sisi, pour lui demander d'intercéder auprès de ses seigneurs et maîtres, pardon de les appeler comme ça, mais Sisi, dans ce genre d'échanges et de rapports, il ne passe pas lourd. Ce n'est pas lui qui pourrait donner un coup de pouce à la tenue de ce sommet à Alger. C'est plutôt les Émirats arabes, c'est plutôt l'Arabie saoudite. Ou alors est-ce qu'il est en train de mener une sorte de lobbying sur tous les fronts, Brahim Younsi? Si vous permettez, juste sur la question du Maroc et de sa demande, d'appartenir au CCG, au Conseil de coopération du Golfe. Parce que la question iranienne, à ce moment-là, au moment où le Conseil de coopération du Golfe a été fondé, a été créé, il y avait la question iranienne, l'Iran était considéré comme une menace par son environnement immédiat, par ses voisins, et notamment l'Arabie saoudite. Et le Maroc aussi s'est considéré menacé par l'Iran, par l'idéologie que l'Iran impulsait. Et là aussi, le Maghreb, les enjeux maghrébins se sont un peu plus que brouillés. Et la question dure jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir à la question que vous posez, il est vrai que l'Égypte pèse quand même sur la scène arabe. Elle pèse par son histoire. L'Égypte a été très souvent dans l'histoire le recours et le pays le plus puissant. Il reste militairement le plus puissant dans le monde arabe. On pensait que l'armée irakienne portée à bout de bras par l'Arabie saoudite et son grand allié, les États-Unis. L'armée égyptienne, sans ces deux alliés-là, ne pèserait pas très lourd. Oui, je suis entièrement d'accord. Néanmoins, dans le giron arabe, l'armée égyptienne reste l'armée la plus puissante. Ça, c'est une évidence par rapport à l'armée irakienne, qui n'est plus rien, alors que Saddam Hussein pensait construire une armée imbattable, une armée forte. Et finalement, elle s'est avérée une armée de plomb. Voilà. Mais l'armée égyptienne reste une armée forte, avec l'aide, évidemment, notamment des États-Unis. Mais en quoi pourrait-elle, si tant est que l'Égypte dispose d'une armée forte, en quoi pourrait-elle influer sur la décision des pays du Golfe, qui la finance, qui l'arme, qui quasiment lui trace sa feuille de route? En quoi pourrait-elle influer? Avec l'armée égyptienne, elle pourrait influer sur le cours politique des événements? Je ne crois pas. Cette réunion qui doit se passer, ce sommet arabe d'Alger du 22 mars 2022 n'aura pas lieu. C'est clair, je crois que la décision a été prise, ce sommet a été reporté sine die, et je crois qu'il n'y a aucune possibilité de revenir. Ça a été annoncé par le secrétaire général de la Ligue arabe, en tout cas. Même si la Mamra est en train de dire non, sans le citer par ailleurs. Les pays du Golfe ne sont pas favorables à sa tenue. Et cela est... Moi, je crois que le voyage, la visite de Tebboune au Caire est une façon de faire allégeance. Je crois que le segment Alger, le Caire, est un segment vers le parcours Alger-Tel Aviv. Il faut le dire. J'allais vous poser la question.
j'allais vous poser la question. Est-ce que ce ne serait pas dans le sens, un pas en avant, dans le sens d'une éventuelle normalisation d'un régime qui est en train de se dire qu'il est en perte de vitesse et que pour rattraper le voisin marocain, peut-être faut-il aller sur les mêmes brisées et montrer patte blanche, commencer à parler normalisation sans le faire savoir du petit peuple, bien sûr. Ben, c'est exactement cela. Je crois que c'est la raison pour laquelle je dis que c'est un segment du parcours. Je crois que l'Algérie, dans la situation géopolitique qui est la sienne, sur la question militaire qui est la sienne, a vu qu'il y a, il faut le dire, un cordon sanitaire qui est en train de se déployer autour d'elle. Il y a un étau qui se resserre de plus en plus sur Alger, sur précisément la question de la normalisation avec Israël. L'Algérie ne pourra pas tenir longtemps dans cette situation parce que son environnement immédiat, la Tunisie est quasiment allée à la normalisation. Les relations entre Tel Aviv et Tunis sont connues, même si elles sont implicites, elles deviendront plus explicites et normales ou normalisées peut-être dans les prochains mois ou tout au moins dans les 2 ou 3 prochaines années. Je suis convaincu. Nous savons que la Mauritanie a normalisé ses relations avec Tel Aviv. Le Soudan a normalisé normalisé pas tout à fait. C'est peut-être en cours. De Mauritanie? Oui. Oh non, c'est normalisé, c'est normalisé. Il n'y a pas encore officiellement une ambassade, mais c'est normalisé. La Mauritanie a normalisé, il y a des liens. Et puis la Libye, aussi bien le fils Kadhafi et Haftar sont en train de montrer... De faire des va-et-vient. Ouais. Voilà. Alors, oui. C'est dire que... Oui, allez-y, Ibrahim aussi. C'est dire que l'Algérie ne peut pas être le village gaulois face à la Légion romaine. Sur cette logique qu'est en train d'évoquer Ibrahim Younsi, est-ce que toutes ces gesticulations, tous ces comment dirais-je, ces petits gestes et ces petites phrases très diplomatiques seraient en train d'annoncer ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la normalisation? Oui, tout à fait. Moi, j'avais dit au début de mon intervention que va mettre M. Tebboune dans la dot de la mariée. Et ça participe de ça, et ça procède de ça aussi. Moi, il me semble que, sans pouvoir rafraîchir la mémoire à Brahim, que la Mauritanie avait, je crois qu'ils avaient échangé des consuls vers la fin des années 70 ou début des années 80 entre la République islamique de Mauritanie et l'État d'Israël. Ça reste à vérifier, mais me semble-t-il qu'à l'époque, ils avaient eu des échanges consulaires et qui ont été dénoncés par la suite. Parallèlement à ça, quoi dire de plus? C'est que il est évident que la visite du président Tebboune en Égypte, cette visite de travail, c'est vrai que nous avons des intérêts communs sur la question libyenne. Renforcer le processus de normalisation et de retour à la volonté populaire en Libye, je crois, est un axe que partagent à la fois l'Égypte et l'Algérie. Mais parallèlement au sous-entendu par rapport à la Ligue arabe, je tiens à rappeler que quand M. Tebboune avait été interviewé par les journalistes à la télé, et on disait publiquement, du moins dans les rédactions dites sérieuses, même en Europe, que après les incidents avec le Maroc, l'Arabie saoudite s'est proposée d'être médiatrice dans cette affaire-là. Et avec un air condescendant, M. Tebboune a simplement dit l'Algérie ne refuse toute médiation possible. Il est évident, regardez ce qui s'est passé par rapport aux cartes de géographie où la Ligue arabe, dans son tracé des frontières, a inclus le Sahara occidental comme faisant partie intégrante du royaume marocain.
il n'y a pas que ça. Il y a l'attitude aussi des Émirats arabes unis. Moi, il me semble que c'est peine perdue et que l'Algérie, et là je rentre dans cette espèce de moment de parcours ou de segment de parcours tel que l'a dit Ibrahim, moi je me dis c'est le chemin qui est tracé vers la normalisation, et cette normalisation, elle ne sera pas simplement décidée souverainement. Elle se fera contraint et forcé. Et tout ça pour en échange d'une stabilité au sein de notre pays. Il n'y a pas que les raisons politiques ou géostratégiques, il y a aussi la stabilité du pays. Je crois que ce sera une monnaie d'échange. Et un sommet arabe dans ce contexte actuel, c'est un échec programmé. Il ne peut pas y avoir de solution si la crise entre le Maroc et l'Algérie ne redeviennent pas dans des proportions normalement admises. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudra attendre les réactions au retour de la visite de M. Tebboune, attendre l'éditorial d'El Djeij qui peut-être ouvrira quelques portes et des attaques frontales contre le royaume du Maroc. C'est à partir de ce moment-là que je pense que les raisonnements que l'on développe ici vers cette espèce de future normalisation pourra arriver. Cependant, il faut dire aussi que Monsieur Lamamra a été porteur d'une lettre manuscrite du président Tebboune pour le roi d'Arabie Saoudite, mais il n'a pas été reçu par le roi. C'est une lettre manuscrite, protocolairement. Il aurait dû la remettre au roi d'Arabie Saoudite, sauf s'il était souffrant. Il l'a remis au ministre des Affaires étrangères. Et c'est la même chose pour les Émirats arabes unis. Ce qui laisse supposer que pour moi c'est un affront, quelque part. Et il faudra prendre ça en ligne de compte. Et je crois que l'étau se resserre sur l'Algérie et fatalement et inévitablement, je crois qu'on va probablement soit délocaliser le sommet, soit l'Algérie fera d'énormes concessions et à ce moment-là rentrerait dans toute la doctrine et la doxa des pays du Golfe. Karim Naïtou Slimane. Je partage avec vous une partie de l'analyse qui consiste à dire que, comme c'est connu d'ailleurs, que le Caire est l'antichambre de Tel Aviv. Sur cette partie-là, je suis d'accord. Mais, et d'ailleurs Tebboune lui-même ne l'a jamais exclu, la possibilité de la normalisation. Je rappelle même, je ne sais plus dans quel contexte, mais lorsqu'il avait parlé de la normalisation, il avait dit que lui ou l'Algérie ne se bousculerait pas, alors que d'autres se bousculent. Donc, ce qui veut dire que lui, il ira doucement, voilà, donc progressivement. Donc oui, passer par le Caire pour essayer de voir quelles sont les possibilités d'ouverture qu'il y aurait de ce côté-là, ça n'est pas exclu, d'autant plus que ce régime s'est tiré une balle dans le pied en allumant les animosités avec le Maroc, en aggravant la crise avec le Maroc, parce que moi je continue de croire que c'est le régime algérien qui a stratégiquement très mal joué au niveau régional et qui a poussé le Maroc pour monter d'un cran dans ses relations avec Israël. Et donc là, l'Algérie qui se retrouve avec le Maroc, qui a maintenant officiellement, qui collabore même militairement et sécuritairement avec Israël, donc le régime algérien se retrouve dans une position de faiblesse et il se dit pourquoi pas, puisque tout le monde y est allé déjà, pourquoi pas, ils pourront le faire, ça n'est pas exclu. Mais moi je vois aussi autre chose derrière cette visite et qui n'est pas cette question de la Ligue arabe. Je pense que cette question du sommet de la Ligue arabe, c'est une question secondaire par rapport à une autre question qui est d'abord cette question de la possibilité d'une possible normalisation, mais il y a une autre question derrière et qui concerne et qui est aussi très vitale pour le régime d'Alger et pour Tebboune, c'est le fait que le Caire, n'oublions pas,
reste quand même une école de la contre-révolution, un modèle de la contre-révolution. Et le modèle égyptien n'est pas loin du modèle algérien. On sait très bien que maintenant, et même l'un des slogans forts du Hirak était que l'Algérie ne deviendra jamais comme l'Égypte. Mais lorsqu'on voit la réalité de ce qui se passe actuellement en Algérie, hormis la peine de mort qui n'est pas encore appliquée, tout tend à croire que progressivement, nous allons, du moins sur le plan social et politique, vers le modèle égyptien. Et donc, moi, je n'exclus pas que Tebboune, justement, dans cette visite de travail, est allé chercher, essayer de voir comment il pourrait peut-être bénéficier de l'expérience de la triste expérience égyptienne dans ce cadre-là, c'est-à-dire le cadre de la restriction des libertés citoyennes, le cadre de la gestion de la paupérisation massive, donc avec une création progressivement, avec la dégradation du niveau de vie de l'Algérien de plus en plus, donc une création d'une sous-couche ou d'une couche de sous-citoyens, comme c'est le cas en Égypte. Je rappelle quand même qu'en Égypte, si mes chiffres sont bons, il y a plus de 60 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc peut-être, moi je n'exclus pas qu'il y aurait ce type aussi d'échanges au cours de cette visite. Donc en tout cas, ça n'augure rien de bien, ça n'augure rien de bon pour l'Algérie et pour les Algériens que Tebboune se rapproche du régime égyptien. Alors, l'Algérie, autant à l'intérieur, où c'est la Bérésina, il n'y a plus rien debout. Ce régime a tout mis bas. L'école, le secteur de la santé, le transport, le tourisme, l'agriculture, il a tout mis à bas. Ce n'est pas mieux à l'international, où malgré ses moyens énormissimes, une armée surarmée, une position géostratégique parmi les meilleures du monde, en Afrique du Nord, au nord de tout le reste de l'Afrique subsaharienne, au milieu du Maghreb, qui dispose d'une population très jeune. Malgré ça, ce régime a réussi l'exploit de tout gâcher, de ne rien réussir. Il a réussi à se fâcher avec la France, jusqu'à en arriver à rappeler son ambassadeur. Il en est arrivé à pousser le président français qui en est arrivé à traiter, à qualifier le régime de système politico-militaire, affaibli par le Hirak, chose qui n'avait jamais été dite par un autre président français, rappelons-le. Il a réussi à se fâcher avec le voisin marocain jusqu'à rompre les relations diplomatiques. Et plus que ça, il a réussi la gageure de donner au Maroc l'occasion de se rapprocher d'Israël. Parce que c'était dans les tablettes, très vraisemblablement. Mais le Maroc n'osait pas par rapport au peuple marocain qui est très pro-palestinien, qui est très attaché à la cause palestinienne. Eh bien, le régime algérien a donné la possibilité aux Marocains de pouvoir aller vers le Maroc sous prétexte de légitime défense, pour se défendre contre ce voisin agressif et surarmé. Il a réussi à ne rien peser sur la question libyenne, malgré la puissance de son armée, sa position géostratégique. Il a tout réussi dans le négatif et maintenant voilà qu'il réussit à perdre très vraisemblablement la tenue du sommet arabe à Alger. En fait, je pose la question à mes trois invités. Il est bon à quoi ce régime? Qu'est-ce qu'il peut donc réussir, même s'il a des moyens exorbitants? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'au moins une fois on puisse l'applaudir, Brahim Younsi? Répression, il ne la réussit pas. Il ne réussit nulle part. Ce voyage de Tebboune au Caire, c'est Canossa. Je le vois en tout cas comme ça. Parce que le pouvoir d'Alger
a toujours été très ferme sur certaines choses, mais aujourd'hui, il est en train de lâcher sur ce qu'il appelait ses principes. D'autant que la question palestinienne, il faut le dire, il ne reste rien de la Palestine, strictement rien. Il reste quelques bantoustans, il reste quelques enclaves où les Palestiniens habitent. Mais de Palestine, on ne parle même plus d'une solution à Mais deux c'est États. un bon fonds de commerce, Brahim Younsi. C'est Oui, un fonds voilà. de commerce qui fait vendre. Et pourtant, ils ne font rien à part le blablabla. La question palestinienne qui est très chère au cœur des Algériens. Et rappelons-le que c'est réciproque que les Palestiniens ont au cœur le peuple algérien, à part vendre du vent et promettre des choses qui n'arriveront jamais. Le régime algérien ne fait pas plus, rappelons-le, que les autres régimes arabes ou musulmans. C'est ce que je voulais dire. C'est clair que la question palestinienne aujourd'hui n'est plus une question sauf pour certains peuples. Pour les régimes arabes, la question palestinienne est achevée, c'est fini. Hélas. Simplement, l'Algérie, le régime algérien n'a plus de profondeur. Ni profondeur vers l'Afrique, alors que l'Afrique était à lui, ni profondeur vers l'Orient, alors que l'Orient, à un moment donné, était aussi à lui, ou le partageait avec certains pays, notamment l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Tebboune va au Caire pour quémander quelque chose. Mais le plus douloureux pour nous, Algériens, c'est que aussi bien en France qu'en Afrique, que dans les pays arabes, nous avons consommé, le régime algérien a consommé la révolution algérienne, a consommé le martyre et la guerre que les Algériens ont faite au colonialisme français. L'Algérie existait aussi de par son histoire, et notamment son histoire de combat contre le colonialisme. Et là-dessus, entre les Égyptiens et nous, il faut le dire, il y avait une fraternité, une amitié. Comme disait Ben Bellal, l'Égypte, Masr, Ard al-Kinana, c'était la terre, le pays du refuge, le pays, la terre de l'asile. Et aujourd'hui, entre l'Égypte et nous, il y a eu aussi des ruptures, et notamment la rupture de relations quand l'Égypte a rétabli ou établi des relations diplomatiques avec Israël. Et il y a eu d'autres aussi disputes, d'autres rivalités entre l'Égypte et l'Algérie sur plusieurs domaines, et nous n'avons strictement rien construit ensemble. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Égypte est en Algérie, parmi les principaux investisseurs en Algérie. Cela, il faut le dire, il y a des échanges économiques entre l'Égypte et l'Algérie qui sont quand même significatifs. Voilà pourquoi aussi Tebboune se rend en Égypte pour de multiples raisons, et moi je suis persuadé que le régime algérien a besoin d'une respiration. Va-t-il l'avoir, ce que je ne crois pas, à travers l'Égypte? Pour revenir à une question que Karim a posée, il a raison, en même temps que cette question, hélas, se pose de façon différente aujourd'hui. Il y a toujours eu plus que des rivalités, des guerres internes, et les États arabes, conservateurs ou progressistes, menaient des subversions sur le territoire des autres à travers les idéologies, à travers le progressisme, ou ce que l'on appelait le progressisme de certains et le conservatisme de l'autre, notamment l'Arabie saoudite. L'Algérie avait joué là-dessus. L'Algérie aussi progressiste, avec son voisin conservateur, réactionnaire, qui était pour les Algériens, le Maroc. Les enjeux aujourd'hui sont relativement différents, parce que les progressistes, il n'en reste quasiment plus, parce que le libéralisme, le néolibéralisme a mangé quasiment toutes les révolutions. C'est dire que à l'époque, et là c'est aussi un complément à ce que disait Karim,
À savoir qu'au XIXe siècle, il y avait des rivalités, le panarabisme, et le panarabisme a existé, mais il a échoué. Mais le panarabisme faisait face et concurrençait ou rivalisait avec ce que l'on avait appelé le panislamisme. Et le panislamisme qui faisait face aussi à ce que les Turcs, parce que le monde arabe était, il faut le dire, une province turque, une province ottomane, et il y avait le pantouranisme ou le panturquisme. Et vous aviez plus haut et les liens avec la Russie slave, et a aussi son importance dans les enjeux islamique et ce que l'on a appelé l'islamisme, parce que la Russie, jusqu'à aujourd'hui, essaye de garder son empire slave et le panslavisme qui également au XIXe siècle s'est constitué, s'est formé pour maintenir au tsar les espaces musulmans et bien sûr avec la révolution bolchevique après. Et Derwounoren Brahim Younsi qui nous dit que ce régime a épuisé son crédit, j'allais dire progressiste, mémoriel, révolutionnaire, en Afrique, au Maghreb, avec les pays arabes, avec l'Égypte, avec tout le monde, y compris il a épuisé son crédit mémoriel au sein même des Algériens qui maintenant savent qu'il a fait des Chouhada, des Moujahidines, son fonds de commerce dans lequel il prospère, ou du moins dans lequel il a toujours prospéré jusque-là. Qu'est-ce que ça va être pour lui, la Bérésina de toutes parts, où il va continuer à clamer Qawwa Dhariba, Ana Qawwa Dhariba, Ana Qawwa Iqlimiya, etc. Moi, je pense, et ça a toujours été ce que je disais sur vos plateaux, c'est que l'Algérie doit reprendre d'abord son histoire, refonder sa nation, avoir sa profondeur stratégique à la fois dans la Méditerranée et à la fois en Afrique. C'est vrai que l'État algérien, ou plutôt le pouvoir algérien, a consommé tout son crédit. Rappelez-vous de l'époque, pourtant on vivait sous un régime très autoritaire, sous Boumediene, mais remarquez tous les mouvements de libération en Afrique et même en Amérique latine étaient financés, orientés par l'Algérie révolutionnaire qui bénéficiait d'un crédit énorme. Je suis un peu en désaccord avec Brahim quand il dit que l'Égypte ça a été une valeur refuge, mais ça n'a jamais été des personnes ressources. À partir du moment où même la délégation extérieure, il y avait aussi des membres des ulama qui étaient présents au Caire durant le mouvement national, et ils n'ont pas fait ça pour un plat de lentilles. Ils avaient des intérêts aussi à d'abord aider, ce qui est normal, mais surtout avoir des dividendes. On se souvient de tout ce qui est arrivé post-indépendance, on se souvient de ces fameux instituteurs qui étaient plus plombiers qu'instituteurs, on se rappelle de l'hégémonie de l'Égypte sur le pouvoir algérien de l'époque. C'est toutes ces questions-là aussi. Parallèlement à ça, il faut dire une chose aussi, on a peut-être oublié de l'évoquer, il y a un axe nouveau qui se crée entre Moscou, Téhéran et Pékin. Est-ce que le fait de réintégrer la Syrie sur peut-être pression ou demande de l'Algérie dans la Ligue arabe, c'est une question, ça renforcerait l'axe russe entre l'Algérie et la Syrie. Comment pouvez-vous envisager un seul instant qu'avec la situation de crispation extrême qu'on a avec le Maroc, qu'on puisse tenir un sommet de la Ligue arabe avec toutes ces contraintes, à la fois politiques, à la fois de tensions, à la fois au niveau de toutes nos frontières, avec des crises majeures, c'est quand même difficile. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour le président Trump. Et ça a participé de la normalisation, quand il a reconnu la marocanité. M. Biden est revenu là-dessus. Regardez... pour vous dire que certaines signatures importantes du monde, comme les États-Unis, quand vous voyez qu'ils se sont retirés de la COP 21, pourtant M. Obama avait signé, ils se sont retirés de l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran, ils se sont retirés. Ils ont voulu déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais il faut reconnaître quelque chose, le monde
dans toutes ses composantes, grande puissance, puissance moyenne, et disons groupes type Europe, type l'Asie du Sud-Est, n'ont pas suivi M. Trump. Je crois que c'est vrai qu'il y a une nouvelle géopolitique qui s'annonce, et il faut dire que c'est un monde qui se fera sans nous. Nous sommes encore à l'ère de la préhistoire parce que nous n'avons pas eu une vision stratégique, géostratégique, historique de notre pays et de son insertion dans son environnement immédiat. Je pense qu'on parlait souvent sur vos plateaux, M. Benchelouk, j'aurais terminé, du changement de la doctrine diplomatique, et maintenant nous devons faire face à un principe de réalité qui n'est pas élaboré par nous, mais qui s'impose à nous. Et c'est là où ce sera difficile. Merci Idir. Karim Naïtou Slimane, le mot de la fin sur cette question. Je pense que le régime est dans le désarroi. Je l'ai déjà dit et nous l'avons tous dit. Ce régime est fini. Il faut juste mesurer le temps que prendra cette chute annoncée et cette fin. Et je pense que les partenaires de l'Algérie à l'international, que ce soit les partenaires régionaux ou que ce soit en Europe ou même dans le monde arabe, et même au-delà. Pardon. Je vous écoute, je vous écoute. Vous m'entendez toujours? Oui, 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 très bien. Et même au-delà, je pense même en Asie ou en Amérique, ont tous compris que ce régime est fini et que c'est un régime infréquentable. Et donc, je pense que tout le monde est dans l'attente face à un régime esselé. Nos partenaires n'osent pas encore engager les relations avec ce régime parce qu'ils savent très bien que ce régime va partir, c'est un régime qui va chuter. Par exemple, l'Europe, la France en particulier, ont appris de leurs erreurs au moment des printemps arabes, hein, par exemple, les erreurs qu'ils ont commises, par exemple, en Tunisie, par la suite en Libye, par la suite en Syrie. Donc tout le monde est dans l'attente de cette fin annoncée. Et je pense qu'à Alger, à Al-Mouradia Tagara, je pense aussi que Tebboune et ceux qui sont derrière lui, notamment, sont au courant de cette situation. Ils essaient de leur jouer leur dernière carte, mais ils sont en train de racler le fond du vase en réalité. Il ne reste plus rien de la légitimité de ce régime. Et le 22 février arrive. D'autres moments aussi arrivent. Et le peuple va se soulever, ce régime va tomber. Et je pense que nos partenaires régionaux ou internationaux respectent le peuple algérien et ont beaucoup de mépris vis-à-vis de ce régime. Et c'est pour ça qu'aucun pays, à l'exception de l'Égypte, par exemple, c'est un pays qui n'a, pareil, c'est un régime qui n'a aucun crédit à l'international, n'ose ouvrir les portes à ce régime. Il faut toujours rappeler que jusqu'à présent, Tebboune ne s'est pas rendu en France ni dans un autre pays européen. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Brahim Younsi, merci Idir Nourn. Pardonnez-nous pour les petits incidents techniques qui sont produits. À vrai dire, pour bien vous expliquer, nous sommes en chantier à Paris. Nous sommes dans nos locaux parisiens, nous sommes réellement en chantier et c'est ce qui explique ces petits dysfonctionnements. Encore pardon. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khair, Salama.